Vous êtes compté par millions, vous qui tenez à cœur le développement de ce continent et vous n'êtes pas trompé d'avoir choisi Business 24, ce canal spécialisé en économie du continent. Nous sommes là pour parler économie, développement, un peu de politique, mais aussi de la musique, tout dans le cadre de 7 jours en RDC. Ce nouveau numéro qui vous amène, comme d'habitude, à la découverte de la République démocratique du Congo, ce beau pays au cœur du continent africain. Chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de 7 jours en RDC. Dans ce numéro de votre magazine, nous reviendrons sur la Pré-COP 27 qui s'est tenue à Kinshasa. Après le segment scientifique qui s'est tenu à Yangambi, c'était au tour des ministres et délégués de 60 pays qui se sont réunis en RDC du 3 au 5 octobre. La gestion de l'hydrologie en RDC, c'est une question bien importante qui nécessite l'attention particulière de la part du gouvernement congolais. Dans un pays où on possède 60% de réserves hydrauliques, comment est géré ce don de Dieu? Nous allons en parler dans la rubrique éco-cadrage. C'est par interview et note musicale de Delvis El Sacero, un grand nom de la musique congolaise basé à Paris, que nous allons mettre fin à ce numéro de 7 jours en RDC. Amis téléspectateurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de 7 jours en RDC qui est une production de 24 News Agency. Ce nouveau numéro vous amène comme d'habitude à la découverte de la République démocratique du Congo au cœur du continent africain. Nous revenons sur la Pré-COP 27 qui s'est tenue en début d'octobre. Après le segment scientifique qui s'est tenu à Yangambi, les ministres en charge de questions environnementales se sont réunis à Kinshasa du 3 au 5 octobre dernier. Une rencontre pour préparer la COP 27 qui se déroulera en Égypte. En marge de ce travaux, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Efba Zaïba, a tenu à expliquer aux étudiants les grandes questions qui focalisent les enjeux de réchauffement climatique. Nous allons suivre la vice-ministre et revenir pour la suite. La première solution basée sur la nature, c'est les forêts. Parce que les forêts, donc les arbres mis ensemble et combinés, ont la capacité d'absorber les pollutions, donc les dégagements des gaz à effet de serre quand ils sortent, les CO2 et autres gaz méthane, les forêts absorbent ça. Prenons le cas de l'industrie de l'automobile. Les véhicules que nous utilisons dégagent des gaz à effet de serre. Vous avez vu, beaucoup d'États occidentaux, des fabricants de véhicules ont décidé de ne plus jamais fabriquer des véhicules. On utilise les carburants. Ils fabriqueront désormais que des véhicules électriques pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je ne veux pas aller pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais seulement revenir sur la solution. Lorsqu'il est dit que la solution est basée sur la nature, les forêts, la RDC dispose de ces forêts. Il y a 3 bassins du monde, prenons le cas du bassin de l'Amazonie, qui a un grand espace de forêt, et nous sommes dans le bassin du Congo. Si on veut parler de pollution émise par les États-Unis, c'est environ 15 à 20 ans de pollution produite par les États-Unis. C'est pourquoi les scientifiques nous ont donné les chiffres sur 100% des pollutions du monde qui causent l'augmentation de la température planétaire. Le pays du G20, donc les pays industrialisés, sont responsables de 80% des pollutions mondiales. Une autre solution, quand je dis le changement de comportement, l'Europe et les autres pays fabricants de véhicules vont commencer à utiliser maintenant des procédés non polluants, donc les véhicules électriques. Ils ont besoin de minerais stratégiques pour fabriquer ces véhicules électriques. Pour fabriquer les batteries de véhicules électriques, on a besoin de lithium, magnésium et autres. Et pour que ces véhicules-là soient des véhicules intelligents qui vous préviennent à l'avance que le véhicule est déchargé, ils ont besoin d'abord pour faire passer l'électricité, les cobalt et aussi les coltan. Vous nous avez vu devant le chef de l'État signer un accord avec un partenaire, c'est pour créer justement des zones économiques spéciales où désormais nos bois seront transformés ici, la fabrication de meubles. Entre-temps, il y a un débat que vous êtes en train de suivre sur l'exploitation du pétrole congolais. Le gouvernement congolais a pris la décision
de lier le besoin de l'environnement à la diversification de l'économie pour nous amener au développement durable. Nous avons nos ressources. Dieu nous a donné les ressources. Nous ne devons pas les contempler, nous devons les exploiter au service de la This means that we have resources. God give them to us. We have to harness and exploit them to the benefit of our population. C'est un pays béni qui dispose de tout ou presque. Si d'aucuns se focalisent sur les mines pour évaluer la richesse de la République démocratique du Congo, la RDC possède une autre richesse, à savoir l'eau, qui représente plus de 60% de réserves hydrologiques. Comment est géré ce don de Dieu? Nous en parlons dans la rubrique Éco-cadrage avec Béni Tabi. Très heureuse de vous tenir compagnie dans cette rubrique Éco-cadrage qui aborde pour ce numéro la gestion des réserves hydrologiques en République démocratique du Congo. Le saviez-vous? La RDC regorge à elle seule environ 60% des réserves hydrologiques du continent africain. Pour en parler avec plus d'objectivité, j'ai en face de moi un expert, un économiste chevronné, stratège qui se connaît très bien en la matière. Il s'agit de M. Al Kitenge que je salue. Bonjour M. Al. Madame, bonjour. Et merci de nous recevoir pour cette interview. Plaisir partagé. Très partagé alors. Avant d'aborder la gestion proprement dite de ces ressources hydrologiques, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, quand on parle d'hydrologie en RDC, à quoi fait-on allusion concrètement? C'est vrai, c'est 60% par rapport au continent africain, mais de quoi sont composés ces 60%? Essentiellement d'un don de Dieu. Okay. Ça sous-entend en fait tous les cours d'eau que nous avons, dont la particularité est de finir finalement dans le fleuve Congo. Fleuve Congo qui a une longueur extrêmement impressionnante, qui a un débit extrêmement impressionnant, mais le plus, ce n'est pas le débit, c'est la régularité du débit. Nous sommes un pays assis sur l'équateur. Au nord, quand il pleut, il ne pleut pas au sud. Quand il pleut au sud, il ne pleut pas au nord. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous n'avons pas les risques de sécheresse qu'ont beaucoup de fleuves dans le monde. Les pics bas existent, mais ce n'est absolument rien d'important dans la mesure où nous avons la régularité liée à notre position géostratégique. Et je crois simplement que toutes ces réserves nous servent de deux choses. La première, c'est qu'elles nous servent de pouvoir nous abreuver. Elles nous donnent de l'eau à boire. Il y a des pays qui n'ont même pas de l'eau à boire. Elles nous donnent de l'eau pour irriguer si nous en avons besoin, ce qui est un besoin marginal. Mais elles nous donnent surtout la capacité de produire de l'électricité. Comme vous le savez très bien, l'eau soumise à la mobilité entraîne avec elle une certaine énergie qui peut être convertie en électricité, surtout lorsque cela arrive à des endroits où il y a des grandes chutes. Et c'est pour ça qu'on nous crédite aujourd'hui d'un potentiel qui dépasse les 100 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. C'est tout ça mis ensemble, mais également la possibilité pour nous de convertir cette énergie en des produits à haute valeur ajoutée. Ok, parlons justement de ce don du ciel, le fleuve Congo qui, à vous entendre parler, constitue le centre gravitationnel du réseau hydrologique congolais. Ce fleuve appartient aux deux Congos, comme nous le savons tous. Il regorge tout ce potentiel. Pensez-vous que cette dualité d'appartenance poserait des problèmes quant à l'exploitation de ce fleuve? S'il faut mettre des barrages, s'il faut en profiter, cette dualité pose-t-elle des problèmes? Vous posez une question pertinente. Et le fleuve Congo a ceci de particulier, c'est le seul fleuve au monde qui baigne un pays et qui se termine dans le même pays. C'est le fleuve Congo. Nous ne traversons pas d'autres pays. Nous mouillons les côtes du Congo-Brazzaville, un peu ici et un peu plus bas vers Pioka, mais pas grand-chose. Le fleuve est essentiellement de la RDC. Et aujourd'hui, bien sûr, si nous faisons un certain nombre d'ouvrages sur ce fleuve, ça se peut qu'il y ait quelques changements de flux et ça se peut que nous mouillions d'une manière un peu plus particulière certains endroits du Congo-Brazzaville. Mais dans ce genre de situation, ça se discute.
on met toujours les intérêts au devant et on partage les avantages qui sont acquis pour être en mesure d'atténuer les inconvénients générés. Vous avez parlé d'en faire bon usage, c'est ce que j'ai retenu. Exact. Alors concrètement, que faisons-nous de ce fleuve? C'est vrai que 60% c'est colossal, c'est un potentiel colossal. Comment gérons-nous alors ce potentiel, ce bon usage? Nous avons des attitudes d'enfants gâtés dans ce pays. Vous savez, nous avons toutes ces ressources hydrauliques que nous avons, hydrologiques que nous avons, et nous avons encore une grande partie de notre population qui n'a pas accès à l'eau potable, l'eau de qualité. C'est des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des gens qui sont en difficulté, comme la Libye, qui fait des efforts monumentaux pour être en mesure d'approvisionner le peuple. Il y a des pays où l'eau disponible, c'est seulement l'eau de l'océan, ça veut dire de l'eau salée, et on est obligé de dessaler. C'est des industries qui coûtent énormément cher. C'est le cas des Émirats arabes unis. Et nous, on est sur de l'eau douce en permanence. Et très malheureusement, nous n'avons pas eu une stratégie économique et sociale pour être en mesure de rendre ce bien de première nécessité qui garantit la qualité de santé des gens de manière stratégique, et c'est dommage. Deuxième chose, nous avons là, avec la configuration de notre pays, une potentialité énorme de production d'énergie. Lorsque, dans les années 70 et 80, on a mis Inga 1 et 2, qui ne représentent que 2000 MW sur les 100 000 dont je vous parlais tout à l'heure, on a dit que nous étions là sur un éléphant blanc. J'ai juste envie de dire un éléphanteau blanc, parce que finalement, c'est très petit par rapport à notre besoin. Nous avons sur Inga tout seul, si on le construisait complètement, près de 45 à 47 000 MW de potentiel. Nous n'en avons que 2000 qui sont exploités et nous n'avons qu'à peu près 1000 qui sont réellement opérationnels. Ça sous-entend qu'en fait, on n'a absolument rien fait de tout ce potentiel et on devrait s'en vouloir. Ça montre clairement que nous n'avons pas été suffisamment performants dans la planification. Mais il existe en ce moment des grands projets. Il y a un grand projet avec le groupe australien Fortescue Future Industries pour être en mesure de valoriser tout le potentiel hydroélectrique de Inga, de Matadi et de Mpioka pour produire près de 70 000 MW d'hydroélectricité et convertir en grande partie en hydrogène, qui est en fait le carburant du futur. Il existe d'autres projets de suite de la libéralisation du secteur de l'électricité qui vont se mettre en place. Mais je crois aussi qu'il y a un devoir aujourd'hui de prélèvement intelligent de l'eau pour être en mesure de alimenter les personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à de l'eau potable. Et si nous commençons un programme d'agriculture intensif, je parle de programme intensif d'agriculture, il va être nécessaire de pouvoir irriguer à certains endroits, à certains moments, et nous avons donc là tout le potentiel pour être en mesure d'en faire un véritable poumon économique. Tout à l'heure, vous avez parlé de certains projets mis en place en vue de mieux exploiter ce potentiel. Est-ce que vous connaissez certains accords dans ce genre-là, d'autres projets allant dans le sens de mieux exploiter ce potentiel hydrologique? Le problème de ce pays, c'est que nous n'avons pas un plan stratégique de développement sur le long terme. En général, nous avons des projets. Et un pays ne vit pas de projet, un pays vit d'un programme. Depuis la libéralisation de l'électricité, ça fait plus de 5 ans, le plus logique aurait été que nous ayons un plan stratégique d'utilisation de nos ressources hydrauliques, ce que nous n'avons pas encore. Il y a des projets ci et là, certains sont au niveau national, d'autres sont au niveau provincial, et je pense simplement que ce n'est pas suffisant pour être en mesure de donner une vision et une visibilité très claire. Mais nous avons également un programme qui est plutôt un programme de l'Union africaine, d'un certain nombre de pays, qui est celui de la déviation d'une partie d'eau vers le Tchad. Transafricain, comme on le dit. Et très malheureusement, c'est un projet très controversé dans la mesure où il peut induire des effets très négatifs, non seulement sur nos projets en aval de n'importe quel point de prélèvement, mais aussi ça peut être un véritable départ d'une désertification. Tous les spécialistes sont unanimes, ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de la République du Congo, même si c'est un besoin vital pour un certain nombre de pays. Voilà, ce n'est pas dans l'intérêt de la RDC, pourtant, comme vous l'avez dit, c'est vital pour d'autres pays. Alors, la RDC n'est pas un peu égoïste par rapport à ce potentiel? Un don du ciel, on devrait le partager, vous ne pensez pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous, on devrait le partager de la manière la moins gênante possible. C'est pour ça que les rares personnes qui ont été favorables à ce partage disent qu'il faut partager au-delà de Matadi. Ça veut dire après tout usage utile de l'eau en termes de motricité, en termes de production d'électricité.
Mais malheureusement, ce n'est pas le point idéal du point de vue du coût pour être en mesure de le faire. Les gens pensent qu'au niveau de la rivière Ubangui aurait été l'endroit idéal pour être en mesure de le faire de manière la plus économique pour les porteurs de projets. Mais je crois simplement que du point de vue environnemental et du point de vue de l'intérêt réel de la République démocratique du Congo, les seuls endroits où on peut prélever cette eau, c'est après Matadi. Vous savez, selon la sagesse populaire, lorsqu'on possède une belle femme, c'est comme qui dirait planter du maïs le long pour tout le monde. Voilà, on s'attire inévitablement des regards envieux. Alors le fleuve Congo, le projet transafricain d'un côté, d'autres envieux d'autre part. Pensez-vous que ce fleuve, ce potentiel nous expose? Est-il un danger pour nous? Oui, il nous expose absolument parce que j'ai entendu des fois des velléités d'un certain nombre de présidents qui allaient jusqu'à la menace de pouvoir se servir de notre eau de gré ou de force. C'est simplement une mauvaise manière de regarder le pays. Géopolitiquement parlant, ça ne règle pas le problème. On regarde ce qui se passe en Éthiopie et on s'aperçoit que la paix n'y est pas. Je crois simplement que la seule façon de pouvoir régler le problème, c'est les technologies. Aujourd'hui, les technologies avancent vite. Un pays comme la Libye a réussi à créer un fleuve artificiel en faisant des percées en grande profondeur pour aller rechercher de l'eau. Ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, les gens traitent avec efficacité de l'eau qui vient des océans pour en faire de l'eau potable. Et je crois que les réponses sont dans un mix de solutions scientifiques et peut-être aussi dans la solidarité financière internationale. Solidarité financière internationale. Vous pensez que nous avons besoin de l'appui de certaines organisations internationales, bien que des fois, ce n'est pas à notre avantage, mais pensez-vous, pour mieux exploiter ce potentiel, vu que apparemment, chose que l'on n'arrive pas à en profiter, pensez-vous qu'on a besoin d'une aide, d'un soutien? Non, on a juste besoin de partenariat. Dans un partenariat, tout le monde sort gagnant. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le secteur de l'électricité, par exemple, et même le secteur de l'eau sont libéralisés. Ce qui veut dire qu'en fait, des partenariats publics-privés sont tout à fait envisageables pour être en mesure de convertir le potentiel en économie réelle et être en mesure d'en faire bénéficier les gens en termes de travail, en termes de produits, en termes d'avantages aussi. Nous disposons d'un grand potentiel en termes d'eau douce. Pourtant, l'accès à l'eau potable en RDC reste un grand problème. Selon vous, cela est dû à quoi et que pouvons-nous faire pour pallier cette situation? Je pense qu'il faut reconnaître que ce n'est pas seulement l'accès à l'eau potable qui pose problème, c'est l'accès à tous les services publics de base qui a posé problème pendant les 60 dernières années. Le pays a été géré de manière égoïste. Nous avons reproduit un leadership de confiscation, exactement comme les Belges l'ont fait ici. Ils ont confisqué les biens pour les amener dans leur pays. Nous, les gens de la ville, nous avons tout confisqué dans les 11 chefs-lieux de l'époque et en grande partie à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, qui ont été en fait les seules villes qui ont consommé la grande partie de l'argent de l'État. Heureusement qu'on a un chef de l'État qui a compris qu'il était temps de changer de paradigme. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller poser le leadership de l'État au niveau des 145 territoires. Si nous arrivons à attirer les privés dans ce programme, nous aurons donc là une émergence et une inclusion d'une partie importante de notre population, ce qui nous permettra d'avoir la capacité de payer. Vous savez, la plus grosse difficulté de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, de l'accès aux services publics de base, c'est le fait que des fois, il n'y a pas de l'argent pour assurer cela et les gens ne s'en rendent pas compte. Dans la pauvreté, il n'est pas possible de pouvoir garantir une dignité minimum à tout le monde. C'est pour ça que la seule solution, c'est de créer intensivement les richesses et le seul moyen et la seule clé de partage, c'est le travail. Et ça, c'est le discours que les politiciens devraient avoir vis-à-vis des citoyens. Dire aux gens qu'on va faire l'heure sociale, c'est un gros mensonge et il est inacceptable. Nous devons être un peuple qui se parle avec responsabilité. La seule chose qu'il faut faire, c'est le culte du travail. Vous avez parlé des politiciens. Pensez-vous qu'il y a des avancées par rapport au régime précédent et ce régime actuel, quant à la gestion de ces ressources? Je pense qu'il y a un gros changement et il faut avoir le courage de le reconnaître. N'eût été la pression de la guerre et éventuellement Covid-19 et peut-être cette crise internationale entre la Russie et l'Ukraine, je crois que ce pays aurait eu des mécanismes puissants de développement. Je voudrais vous expliquer une chose, et elle est tout à fait simple. Je ne peux pas m'expliquer, il n'y a aucune théorie au monde économique qui justifie qu'en une année, un pays soit en mesure de multiplier son budget par 3. Ça n'existe nulle part au monde. Ce que les scientifiques devraient faire, c'est de se poser la question de savoir d'où vient cet argent, où il allait avant.
Et quand je regarde ça, et je dis qu'on n'a pas fait un miracle et qu'on a simplement opté pour une certaine orthodoxie dans la gestion des affaires publiques, que cela donne ce résultat, je pense qu'il est important que nous nous disions où est la limite. Et mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de limite pour un peuple qui se met debout et qui privilégie le partage, qui privilégie la solidarité, au lieu de privilégier les individualités et la confiscation. Je crois que cette question globale répond à la question spécifique de l'eau, répond à la question spécifique de l'énergie. Aujourd'hui, je pense que ce programme des 145 territoires, qui doit arrêter d'être le programme du chef de l'État, qui doit devenir le programme du citoyen, est une véritable aubaine pour que nous soyons en mesure de faire ce qu'on appelle une inclusion économique, qui va engendrer une inclusion financière, mais qui va certainement engendrer une inclusion des services publics universels. Il n'y a pas de limite pour un peuple qui se met debout, ce que nous retenons. Nous allons chuter sur cette question d'actualité. La semaine dernière, le Palais du Peuple a abrité les travaux de l'après-COP 27. Et le mois dernier, les scientifiques du monde entier se sont réunis à Yangambi en vue de discuter sur la contribution du Congo en tant que pays solution en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que la RDC peut exploiter son potentiel hydrologique, vu que nous en parlons aujourd'hui, pour affirmer sa position de leader en matière environnementale au niveau national, régional que continental? Il n'y a aucun résultat dans le monde qui soit durable s'il n'est pas planifié. Et donc, si la RDC se proclame, et ça c'est très facile, pays solution, il va falloir qu'il ait un programme de travail qui lui permette d'assumer et de vendre sa position de leadership sur la question. Et pour ça, et c'est la raison pour laquelle les gens se sont réunis à Yangambi, il faut être en mesure de mettre ce qu'on appelle des indicateurs de quantification. Quand vous dites que nous sommes la solution en matière de respiration forestière, combien ? Et pour ça, il y a des mécanismes scientifiques pour être en mesure de faire prévaloir votre contribution à la purification de l'atmosphère. De la même manière, lorsqu'on dit que nous avons des tourbières, qui les a évaluées? Elles représentent absolument combien? Qui mesure ce que nous captons pour que nous soyons en mesure de mettre le chèque sur la table du monde en disant « payez-nous » ? Parce qu'aujourd'hui, la grande contrainte est de dire « c'est bien de nous demander des efforts pour que nous ne contribuions pas à la destruction des contraintes climatiques et que nous soyons en mesure de garder pour le compte du monde la capacité à pouvoir stocker du dioxyde de carbone ». Cela induit un effort et cela conduit des privations qui doivent être compensées par ceux qui, malheureusement, polluent à tue-tête. Et je crois que là-dessus, c'est un débat sérieux entre les pauvres et les riches. Et on observe malheureusement que la plupart des pays riches se conduisent des fois comme des délinquants. Une dernière chose, en tant qu'expert, si vous avez été demandé de proposer un plan d'action, pour, si on va l'appeler comme ça, pour justement exploiter notre potentiel hydrologique en vue d'en bénéficier, qu'est-ce que vous proposerez? Je proposerais des partenariats publics-privés intelligents qui partiraient des besoins intégrés, à savoir les besoins des populations, les besoins de l'industrie agroalimentaire, mais également surtout de la production énergétique pour l'industrialisation. Et c'est dans cette vision transversale que je mettrai toute la question aussi bien de la responsabilité verte et environnementale, mais aussi de la responsabilité vis-à-vis du monde, tout en donnant la prospérité au peuple congolais. On ne peut pas parler de responsabilité à un peuple qui a faim. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas d'éthique sans équité. Il n'y a pas d'éthique sans équité. Merci M. Al d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Amis téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour le prochain numéro. Kinshasa a accueilli il y a quelques jours une conférence axée sur l'écoulement des pagnes de luxe. 50 revendeurs ayant plus d'une décennie dans la vente de pagnes, Vilsco, Uniwax, Woolding et GTP ont été outillés sur le fondamentaux du business et tous les aspects de vente par le patronat congolais, la Fédération des entreprises du Congo et leur principal fournisseur Visco Congo. Pour en savoir un peu plus, suivez ce reportage qui a été réalisé par l'équipe de 24 News Agency. Le métier de vente de pagnes de luxe est désormais l'une des professions les plus attractives pour les femmes d'Afrique centrale qui aspirent à devenir chefs d'entreprise. L'économie post-Covid florissante
annoncent des belles perspectives d'affaires à plusieurs d'entre elles, mais beaucoup arrivent dans ce secteur juteux sans expertise. C'est dans cette optique que les femmes revendeuses de pain de luxe se sont rencontrées au mois de septembre 2022 dans une grande conférence de remise à niveau. Elles sont outillées par le patronat congolais, la Fédération des entreprises du Congo, sur diverses matières dont la comptabilité, la budgétisation, la gestion de la qualité, la trésorerie, le calcul des coûts et la fixation des prix, ainsi que les modalités d'accès aux services financiers abordables. Elles sont venues des 5 pays d'Afrique dont la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Togo et le Gabon, et ont plus de 10 ans dans le commerce des pains de luxe, Vlisco, Uniwax, Houdin et GTP. Plusieurs experts de la Fédération des entreprises du Congo ont outillé ces revendeuses à tenir correctement leur business. Espérance Belaou, vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, revient sur l'importance et les grands axes de cette trade conférence 2022. Non, d'abord, c'est une très bonne opportunité que Vlisco a donnée au réseau des distributeurs de l'Afrique centrale, des produits Vlisco de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que Vlisco a constaté certaines difficultés, certains manquements au chef de distributeurs. Et cela nous a contactés, étant que formatrice, préparer des modules spécifiques par rapport à ces difficultés pour répondre aux besoins de ces distributeurs afin de les outiller et d'être plus performants. C'était une très bonne chose parce qu'on avait 9 modules. On a parlé de business plan, on a parlé de la création d'entreprise. Les chefs d'entreprise, avant d'entreprendre, tu dois te connaître pour justement faire face aux défis qui viennent lors de parcours entrepreneurial. Nous avons parlé des calculs de coûts parce que si vous ne générez pas les bénéfices, vous ne pouvez pas avancer. Nous avons parlé des gestions de la trésorerie et culture associative pour un réseautage parce qu'il est important que Vlisco aujourd'hui organise et vraiment structure les distributeurs, les T2, donc le maman revendeuse du marché, le maman revendeuse dans certains coins, afin qu'ils soient plus performants et portent leur voix en une seule. Cette formation technique entre dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement section 3 qui consiste à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Durant 3 jours, cette formation a touché tous les fondamentaux du business et les divers aspects de vente afin d'avoir une meilleure promotion des produits ainsi que l'acquisition de plus de connaissances financières. Le but principal est d'améliorer la qualité de service et d'offrir une meilleure intégration sur le marché. Après cette formation, plusieurs revendeuses sont conscientes des défis à relever et sont confiantes en l'avenir du business du pain de luxe. Madame Faïda est revendeuse de pain de luxe depuis plus de 20 ans en RDC. Elle a développé son business avec sa fille Liv depuis Bukavu dans l'est de la RDC pour l'étendre jusqu'à Kinshasa où elle tient la boutique Première Dame au centre-ville de Kinshasa. Cette formation organisée par Vlisco était très capitale pour nous parce qu'elle nous a appris comment pérenniser notre business, comment organiser notre business, comment un leader, un entrepreneur peut se comporter et comment organiser notre budget, comment gérer nos clients. Et Vlisco a fait preuve de sa grandeur dans la marque de luxe. Pour sa fille, plusieurs matières apprises restent à appliquer pour le développement de la vente des pains. Moi, j'ai beaucoup appris personnellement et je pense que ça va nous aider à améliorer, à faire mieux dans l'avenir parce que apprendre, c'est se ressourcer et c'est aider aussi la communauté. Bon, les matières principales, on a plus appris sur son plan d'affaires. Comment le plan d'affaires, c'est une boussole pour son business. Sans le plan d'affaires, on ne peut pas évoluer.
À l'issue de cette Trade Conférence 2022, les femmes revendeuses ont promis de se serrer le coude en vue de partager les expériences. Parmi elles, certaines ont déjà accompli plus de 50 ans dans la vente du pain de luxe, ce qui traduit que ce business est rentable et prospère. Vlisco Congo, qui les a outillés, promet d'organiser ce genre de rencontres pour partager les valeurs de solidarité et l'esprit d'équipe qui fédère tous les passionnés de la vente du pain de luxe en Afrique centrale. Delvis El Salsero, un nom pas n'importe lequel dans la musique congolaise. Il est basé à Paris. Il nous a accordé une interview il y a quelques semaines. Nous allons suivre et revenir pour clôturer. À mes côtés aujourd'hui, je reçois Delvis El Salsero, un grand et célèbre chanteur qui nous fait le plaisir pour une première sur Business 24 dans cette émission 7 jours en RDC. Monsieur Delvis El Salsero, bonjour. Oui, bonjour. Avant de parler de vous, de votre carrière, dites-nous, Delvis El Salsero est ici à Kinshasa pour quel but? Évidemment, je suis venu parce que c'était du 6 au 9, c'était le festival international de Masimanimba. Donc ça s'est passé en Masimanimba. Masimanimba, c'est le Bandundu, je crois. Oui, c'est en RDC. Mais heureusement, quand ils m'ont appelé, nous-mêmes qui sommes là-bas, si nous ne valorisons pas nos coutumes, nos mœurs, alors j'ai dit automatiquement, oui, je suis d'accord, je serai là. Et voilà le but de ma présence ici à Kinshasa, en RD Congo. Et à Masimanimba, qu'est-ce que vous êtes allé faire quand on vous a appelé? Évidemment, la prestation de, bien sûr, il y a la rumba. Parce que, évidemment, moi, c'est la rumba salsa. J'ai accepté pour un peu immortaliser nos gens de Masimanimba avec des chansons comme Indépendance, cha-cha, Tozouye. Voilà. C'est très bien en tout cas. C'est vrai, vous nous avez fait un petit cantique là, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Delvis Salsero? Delvis El Salsero, évidemment, on m'appelle Mulongo Kama Delvis El Salsero. Delvis Salsero, bien sûr, c'est un Congolais, un vrai Congolais, né même si à Kinshasa. Et l'histoire sera un peu trop longue. J'ai commencé comme d'habitude, comme un vrai Congolais, dans le cœur. J'étais choriste dans une église, à l'église Saint-Sacrement en Galiéman, ainsi de suite, après avec les amis, puis voilà. Et surtout, Manoa Kouakou, qui est pas un ami, un frère. On faisait des soirées ensemble, des soirées privées à l'époque. Hein. Des soirées. Moi, j'étais indépendant, lui, il était dans Aïko. Mais on avait des soirées privées. Et ainsi de suite, bon, il y a eu l'opportunité, cette opportunité d'aller en Europe. On est parti là-bas et puis voilà. Je serai un peu bref, parce que je suis un peu trop long. D'accord. Delvis Salsero, un véritable showman, à la fois meneur de revues à grands spectacles, tantôt africaines, tantôt latino-américaines. Mais dites-moi, comment vous avez réussi à faire ce mélange de musique et à toucher un grand public? Évidemment, bon, je dirais, je remercie, pas facile. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné ces dons. Et je vais vous raconter une histoire. À l'époque, on était des gamins avec des amis. Tu vois, je un gars là, bien, mais quand je commence à chanter, ils me disent, mais non, mais pourquoi Zoloba Loko là, comme un prêtre. Mais donc, bref, je remercie le bon Dieu qui m'a donné ces dons. Donc, bref, c'est un don. Là, je parle autrement, mais quand je chante, ça devient autre chose. Je remercie le bon Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce mélange? Parce que mais c'est Dieu. Au début, vous avez quand même eu un but. Mais voilà, justement, il y a un Dieu. Et puis, comment on appelle ça, je me suis... je fais comment on appelle ça? Je me suis adapté par rapport à ce que je vécu aussi de l'autre côté. Donc, bien que je sois né salsero, vu l'expérience et les dons, et là où je suis parti et là où je réside, j'ai rencontré un grand arrangeur qui s'appelle M. Bambayan. Grâce à lui,
pour devenir meilleur tel que vous êtes. Évidemment. Et en plus, je vais vous raconter une histoire. Bon, quand je suis arrivé en France, on appelle ça l'auditorium. À l'époque, il y avait des cassettes. Au père Sona, mon épouse, maman Nette est décédée. Il a pris rendez-vous à l'auditorium pour tester ma voix. On m'avait dit, mais il faut amener le cassette. Mais maman a dit, mais non, c'est pas possible. Il viendrait, il dit, mais il se prend pour qui? Nous faudra une cassette. Oui. Il faut des cassettes, non. 3 jours après, on est arrivé. Mais il dit, mais où est la cassette? Il a dit non. Quand j'ai commencé à chanter, et en plus, j'ai chanté une chanson française avec le ton de la voix d'opéra de Pavarotti. Ils ont dit, madame, non. Ici, c'est pas son milieu. Tu as plus que de l'or, c'est du diamant. Votre premier album dénommé Bolingo, oui, qui est sorti en 1981. Oui. Le second, Salsa Ya Africa, oui, sorti en 1994. Oui. Le troisième, Single, en 1998. Et oui, le quatrième, Africa Salsa, en 2006. Pourquoi cette passion pour la salsa? C'est vrai que vous avez été touché par un grand de la salsa, mais pourquoi cette passion est venue de vous comme ça? Mais je répète encore, c'est le bon Dieu. Je prends l'exemple, le premier album, Bolingo. Bon, attends, quand on est arrivé, bon, tu vois, il y a eu une tempête. Il y avait une tempête, bon, il fallait faire peut-être à peu près comme tout le monde. Et c'était mélangé un peu de soukous, rumba. Il y avait même une chanson, pipi, Sengola, ça cartonnait dans toutes les boîtes. Mais après, je dis à mon arrangeur, qui est le professeur, qui est aussi vraiment professeur, j'ai dit, mais c'est pas possible. Là, je ne me retrouve pas. Mais il faudra vraiment, parce que je sois dans mon style. Et lui, il était normalement professeur aux Antilles. On s'appelait, j'ai donné des trucs, toutes les chansons. Et grâce à cette chanson, à l'époque, j'ai fait la salsa muchachos, viene de Africa, cha-cha-cha merengue, viene de Africa, yango, toko yemba, toko bina, petoko roba. Mais les gens, deux fois, bon, voilà. Avec lui, on a évolué, on a progressé, mais je répète encore, c'est un don. Voilà, c'est vraiment un don. Oui. La rumba congolaise, maintenant inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'artiste de ce pays, le Congo? Mais c'est une fierté pour nous, non seulement le Congolais, mais c'est toute l'Afrique. Quand on parle du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, c'est la même chose. D'ailleurs, à l'époque, on avait repris les grands classiques de la musique congolaise avec Manoa Kouako. On a repris. On ne peut pas parler du Congo sans parler de Congo-Brazza. Dans l'album, on a repris 3 titres. 3 titres comme j'aime bien Franklin Bukaka et Pamelo Mansoama Keyege et Meo Bolingo voilà. C'est une fierté, non seulement que je répète, du Congo, mais de toute l'Afrique. Et je dirais ceci, c'est une vérité aussi, ces jours-là qui ont représenté l'Afrique, le Congo. Mais je dirais, il y avait le vieux Wutamai, il y avait moi, il y avait Pela Simba à la guitare, il y avait Popolipo Beniko, il y avait Dali Kimo, que vous connaissez, les guitares, les Zanga Likwanza. Il y avait Bello à percu et Armando, un grand qui a joué même avec Rochero. Et puis le bassiste, c'est un Camerounais. Il y avait aussi Fayaté, c'est tout là. Donc c'est nous qui avions représenté non seulement le Congo, toute l'Afrique. Kokarisa Techirina Kozo Genayo Africa. De génération en génération, salsa, salsero. Dernier bonus de Delvis, il y a aussi avec Benico Popolipo. Bisenguezari Kotoyo, Kolukamo Sikate Chérie. Merci vraiment. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est par lui que nous clôturons ce nouveau numéro de 7 jours en RDC qui a été réalisé par le 24 News Agency. Je vous dis, amis téléspectateurs, au revoir et portez-vous bien. Bye.